pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, alors bonjour mes chers abonnés. C'est la revue de presse numéro 491 du 16 avril 2025. Alors, ce que vous voyez là, c'est Torres. Vous vous rendez compte? C'est complètement absurde. La ville est complètement détruite. Ce n'est qu'un amas de ruines. C'est fou quand même. C'est fou. Ah, putain de guerre, vraiment. Et puis, autre chose également, j'avais autre chose à vous partager. C'est Monsieur Poroshenko. Vous vous rappelez de Monsieur Poroshenko? Monsieur Poroshenko, vous vous rappelez, c'était l'ancien président de l'Ukraine. Et qu'est-ce qu'on voit là? Il s'oppose complètement à Zelensky. Est-ce que les loups vont se dévorer entre eux? Peut-être, peut-être. Вноситься чергове продовження воєнного стану. Це вже 15-й раз, коли просять парламент це підтримати. Ми точно знаємо, що це треба, може робити, але чому за місяць до закінчення? Я хочу наголосити, що ми маємо визнати очевидне. Влада почала зловживати воєнним станом. Використовує його не тільки для оборони країни, а для побудови авторитарного режиму. Узурпація влади не може бути сьогодні ціллю. Необмежена влада Офісу над вами, над парламентарями – це принизливо для всієї України. Parce que rappelons-nous un peu de M. Poroshenko il y a quelque temps. Enfin, il y a une dizaine d'années. Il parlait à ce moment-là des russophones du Donbass. Rappelez-vous de ça. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. C'est comme ça que nous allons gagner la guerre, disait Poroshenko, en parlant des russophones du Donbass. Nous allons les écraser, ces chiens. Alors, c'est la revue de presse numéro 491, bientôt 500, il faudrait fêter ça d'ailleurs. 491, du mardi 16 avril 2025. Au revoir à tous. Any participation in the 9th of May parades or celebrations in Moscow will be not taken lightly on the European side, considering that Russia is really waging a full-scale war. Et donc, ce sera la plus belle des fêtes, la plus belle des célébrations, avait expliqué Vladimir Poutine. Et si les Européens n'y seront pas, nombre de chefs d'État dans le monde y seront, en particulier Xi Jinping, qui sera présent à l'invitation exceptionnelle du maître du Kremlin. C'est la Chine. On n'oublie pas que cette guerre était mondiale. Hein, oui, aussi, Mme Kajakala, vous savez, ça ne se réduit pas aux pays baltes, la Seconde Guerre mondiale. C'est le monde entier. Et évidemment, on se souvient que cette Seconde Guerre, l'axe, qui était l'axe de fer, était un axe qui passait certes par Rome et par Berlin, mais qui allait jusqu'à Tokyo. Kaja Kallas, estonienne, qui a quitté le pouvoir sur un scandale. Donc, elle est au centre d'une controverse. Oh, juste une controverse. Évidemment, je lis Wikipédia, c'est ma source. Mais enfin, quand même, ils disent un certain nombre de choses intéressantes. Donc, causé par des révélations de la radio publique relatives à la société de transport Stark Logistique appartenant partiellement à son mari. Un banquier qui en plus fait de la logistique, Arvo Alic. On a le droit de le désigner.
et qui a poursuivi ses livraisons en Russie après l'invasion de l'Ukraine. Après l'invasion, les narratifs y est quand même, le 24 février 2022, malgré les sanctions dans son pays. Ah, les bons tartuffes que voilà, les bons affairistes que voilà, quand même, bravo, Madame Kaja-Kallas. Un missile russe a visé un lieu de réunion stratégique où, selon Moscou, des militaires ukrainiens échangeaient avec des représentants étrangers. Sergueï Lavrov affirme que la Russie détient des informations confirmant la présence d'agents militaires étrangers au moment de la frappe. Non, vous pensez que la carte s'est jouée Il y a eu des négociations entre Russes et Ukrainiens, dont je parle longuement dans mon livre, en mois de mars et avril 2022, donc quelques semaines après le début de la guerre, négociations qui devaient aboutir à la mi-avril. Il y avait même un communiqué. Et dedans, la question territoriale était posée, mais dans des conditions à l'époque plus favorables qu'elles le sont aujourd'hui pour l'Ukraine. Parce que malheureusement, il est acté que militairement, l'Ukraine ne peut pas reprendre les territoires occupés. Et c'est pas moi seulement qui le dis, c'est l'ancien chef d'état-major américain Mark Milley et même l'ancien chef d'état-major ukrainien dans un papier qu'il a publié dans The Economist à la fin 2023. Donc on sait depuis le début 2023, c'est-à-dire presque depuis 2 ans, que la reconquête militaire de ces territoires est probablement compromise, impossible. Donc on raisonne maintenant sur la base d'un cessez-le-feu qui va se faire sur la ligne de front, qui fait 1000 km de long. C'est très compliqué à mettre en œuvre, il faut trouver les forces d'interposition. Les États-Unis ont une mainmise complète sur l'Ukraine. Une mainmise complète sur l'Ukraine. Donc s'ils le souhaitaient, si réellement les États-Unis le souhaitaient, ils pourraient immédiatement changer disons, le message déjà du gouvernement à Kiev. Et le fait que Zelensky soit encore autorisé, entre guillemets, à aller faire la tournée des popotes partout en Europe, aux États-Unis, et faire des propos l'un plus cinglés que l'autre, eh bien, cela peut être interdit par l'administration Trump. Vous savez très bien que les États-Unis financent complètement l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas survivre une semaine sans l'aide américaine. Pas une semaine, hein. Il faut bien le comprendre. Alors, moi, mon analyse, elle rejoint un peu d'ailleurs celle de Pinatel, du général Pinatel que j'ai eu vendredi dernier, c'est qu'on est sur un bargain global et que Trump n'a pas intérêt à arrêter pour l'instant la guerre en Ukraine et stopper définitivement Zelensky, tout simplement parce que, on le sait, à Jeddah, à Riyad, à Istanbul, il y a des solutions globales qui sont tentées et qu'il ne va pas donner si facilement à Poutine la paix en Ukraine tant qu'il n'aura pas obtenu de lui un certain nombre de choses, en particulier par rapport au Proche et Moyen-Orient. Et que donc, je pense que par ta façon d'appréhender les choses, si ton analyse est objectivement juste, néanmoins, il y a un élément que sciemment peut-être tu n'intègres pas dans ton raisonnement global, c'est que Trump, tout est interdépendant. Ce qu'on veut, c'est un cessez-le-feu, mettre fin à la guerre et essayer de garantir le devenir du reste de l'Ukraine, qui peut avoir un avenir à condition de s'y prendre un peu intelligemment. C'est ça la sortie de crise. Et c'est ça qu'il faudrait travailler aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on n'y travaille pas, d'ailleurs on parle de plein d'autres choses, mais pas de ça. Le problème, c'est que les parties elles-mêmes ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. C'est-à-dire que, effectivement, le gel de la ligne de front paraît l'hypothèse la plus probable dans la perspective d'un cessez-le-feu, qui permettrait ensuite de négocier un accord de paix un peu plus durable. Mais les Russes bloquent pour au moins 2 raisons. D'abord, ils ont annexé des territoires qu'ils ne contrôlent pas entièrement. Ils ont annexé des provinces entières dont ils ne contrôlent militairement qu'une partie. Et ils s'estiment fondés à demander que leur contrôle s'étende à toutes ces provinces. Premier point. Deuxième point... des provinces qui sont russophiles et russophones, en partie. Mais historiquement, cette zone a été colonisée par Catherine II, et essentiellement peuplée de Russes. Il y avait des Grecs énormément d'Ukrainiens qui sont russophones. Frappe russe à Soumy. Le bilan est lourd. 34 personnes tuées dans le nord-est du pays. C'est une attaque qui a suscité un tollé international, Donald Trump la qualifiant d'horrible. L'ONU se dit sous le choc. Est-ce que tu peux nous expliquer, Régis, dans quelle mesure
cette région de Soumy est stratégique sur le front ukrainien? Alors, région stratégique, elle l'est d'autant plus que l'Ukraine a perdu son emprise en territoire russe, en l'occurrence ce qu'on appelait le saillant de Soudja, qui s'est étendu jusqu'à peu près 1200 km², conquis par les Ukrainiens sur les Russes à peu près en août dernier. Et comme les Ukrainiens se sont retirés de ce saillant de Koursk, avec énormément de pertes, en laissant beaucoup de matériel, eh bien, les Russes ont profité d'un certain avantage pour pénétrer au nord de l'oblast de Soumy, c'est-à-dire une zone géographique, administrative qui est la plus au nord de l'Ukraine, donc qui borde la frontière russe, avec cette ville de Soumy, justement, qui est la capitale de cette région administrative, qui a une antériorité dans la guerre, puisque les Russes avaient occupé au début du conflit cette zone jusqu'à s'en retirer à peu près au moment du mois d'avril 2022. Donc, ils ont déjà occupé cette zone et actuellement, ils l'attaquent, alors que les Ukrainiens, qui ont toujours aussi une offensive, attaquent la région de Belgorod, tentent de pénétrer dans la région de Belgorod, mais là, c'est plus difficile de prendre les Russes par surprise, comme ils l'avaient fait à Koursk en août dernier. Les Russes les attendent. À Soumy, les Russes ont pris un certain nombre de villages, mais pour le moment, ils ne sont pas encore dans la ville de Soumy. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une zone extrêmement contestée, une zone où actuellement, il y a un front extrêmement intense. D'abord, on a un acteur qui est dominant dans ces négociations, c'est évidemment les États-Unis. Et c'est un peu quand vous parlez de changement de l'ordre mondial, oui et non. Oui, dans la mesure où effectivement, on a passé maintenant 3 ans de guerre. On peut partout, on peut dire, hein, parce qu'il y a la Palestine, c'est pas 3 ans, mais enfin, il y a l'Ukraine qui a été le phénomène géopolitique majeur de ces dernières années. Et ça, l'ordre mondial a été bousculé par ce conflit en réalité, et plus exactement par la manière dont les Occidentaux y ont réagi. C'est ça qui a bousculé l'ordre mondial. C'est en fait, je pense que c'est plus les sanctions imposées à la Russie que le conflit lui-même qui a bousculé l'ordre mondial et qui a fait que le reste du monde aujourd'hui réfléchit à ses relations avec l'Occident. Et c'est la manière dont l'Occident a réagi qui a montré sur l'impuissance de l'Occident, qui a montré l'impuissance de l'Union européenne, qui a montré l'impuissance des États-Unis. Et par conséquent, si vous voulez, c'est pas tellement les négociations qui constituent le bousculement du monde, mais c'est tout ce qui s'est passé avant. Oui. Et aujourd'hui, les négociations essayent de rétablir cette en quelque sorte. Alors là, l'aspect intéressant, c'est que ça vient des États-Unis, qui était l'acteur principal du chaos, et maintenant c'est les États-Unis qui essayent d'être l'acteur du rétablissement de la situation quelque part, ce qui est assez intéressant. Mais à partir de là, on est obligé quand même d'être un peu critique par rapport aux États-Unis. Il faut l'être par rapport aux Européens, parce qu'on remarque d'ailleurs que aujourd'hui, quand on parle de solutions diplomatiques pour les différents conflits qu'il y a, que ce soit l'Iran, que ce soit la Chine, que ce soit la crise des droits de douane, que ce soit la Palestine, que ce soit bien entendu l'Ukraine, on s'aperçoit que l'Europe est aux abonnés absents. Et qu'il y a à aucun moment on mentionne l'Union européenne qui prétend être le plus grand marché du monde, le plus grand compétiteur de la Chine, des États-Unis, etc. Et pourtant, sur l'angle diplomatique, ils sont totalement absents. Lorsqu'il y a une crise, alors bon, avec la Chine, c'est un peu facile parce que c'est une crise qui concerne directement les États-Unis, mais si on prend le Moyen-Orient, par exemple, où on pourrait imaginer que les Européens puissent avoir une place dans la résolution du conflit, eh bien, absolument pas. Tous les regards se tournent vers la diplomatie américaine et non pas vers la diplomatie européenne.
Alors, je parle même pas des diplomaties nationales, parce que je parle de diplomatie européenne, je parle de la diplomatie de l'Union européenne, qui est cet immense marché, soi-disant, dont la représentante en matière d'affaires extérieures, c'est Kaja Kallas, puis c'est elle qui dirige le External Action Service de l'Union européenne. Et elle a une obsession, c'est la Russie, c'est tout. C'est une sorte de réflexion. Son chemin de pensée peut s'exprimer par une sorte de tunnel sans fin qui va en direction de la Russie. C'est tout. En dehors de ça, il n'y a absolument aucune réflexion, il n'y a rien. Et donc là, on voit donc évidemment une faiblesse structurelle au niveau de l'Union européenne, mais au niveau des nations européennes aussi, parce que les pays qui comptaient autrefois en Europe, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, sont aujourd'hui des pays qui sont incapables de faire fonctionner leur diplomatie. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on les retrouve dans des discours très guerriers. Au lieu d'essayer de résoudre la situation, ils essayent de mettre des emplâtres sur la jambe de bois, si vous voulez. Alors, on parle d'envoi de troupes, envoi des missiles Taurus, etc. Mais qui, on voit bien, ne vont pas résoudre le problème. Parce que aucun de ces pays, et pas même l'Union européenne d'ailleurs, ne s'est fixé d'objectif. On ne sait même pas pourquoi ils veulent le faire. Pour armer l'Ukraine. Bon, mais ça, armer l'Ukraine, c'est un moyen pour une fin. Mais quelle est cette fin? Personne ne le sait, parce qu'on a effectivement des dirigeants en Europe qui sont sans stratégie. L'idée que les Européens puissent simplement prendre la place des Américains, remplacer le renseignement, la logistique, les armes, la planification, cela ressemble à un monde imaginaire. Ça ne va pas arriver. Et il semble que quelque chose ait changé dans les médias au cours des 2 dernières semaines environ, où les Européens commencent à reconnaître qu'ils n'ont pas vraiment l'argent, ils n'ont pas la capacité industrielle, il n'y a pas de volonté politique, et il y a un manque de solidarité. Mais avec cela à l'esprit, on s'attend à ce que les Européens commencent à se conformer, car ils se sont opposés très fortement à Washington. Je dirais que ça semble comme s'ils voulaient saboter les efforts de paix de Trump. Ils ne veulent toujours pas renoncer à aucune sanction. Ils ne veulent pas voir la guerre se terminer dans des conditions défavorables, ce qui signifie aucune concession territoriale de l'OTAN, aucune garantie de sécurité. Encore une fois, la fondation à laquelle l'Amérique a consenti. On a un avantage, il faut le dire, il faut le laisser à Donald Trump, c'est qu'il s'est donné la mission de cesser ces conflits. Ça, il faut donner, c'est à son crédit, c'est d'avoir eu l'intention d'arrêter ces conflits. Que ce soit le conflit ukrainien, le conflit palestinien, le conflit en Iran, quoique là encore on peut discuter, mais on y reviendra, mais au moins il y a l'idée de résoudre ces problèmes. Les Américains ont en fait aujourd'hui leur problème principal, c'est pas en fait, enfin oui c'est en fait aussi, mais leur problème principal c'est la Chine. Ça c'est leur priorité. Déjà Obama l'avait dit, il avait déjà parlé, parce que quand on parle aujourd'hui de l'OTAN, Trump, etc., qui va abandonner l'OTAN, en réalité, je rappelle que le pivot vers l'Asie, et notamment le pivot aussi géostratégique, c'est Obama qui l'avait lancé, n'est-ce pas? Donc c'est pas Donald Trump est dans la continuité de quelque chose qu'on avait déjà entendu auparavant. Et l'obsession des Américains, c'est qu'ils ont une économie qui se dégrade parce qu'elle n'a plus d'économie réelle. Elle a une économie financière, mais elle n'a plus d'économie réelle. Et elle a, à tort ou à raison, je pense plutôt à tort d'ailleurs, l'impression que la Chine lui a volé cette économie réelle d'une certaine manière. Et la priorité de Donald Trump, c'est de restaurer, de reprendre aux autres l'économie réelle, je veux dire l'industrie par exemple, et de la rapatrier aux États-Unis. Et ça, c'est l'élément central de sa stratégie. Et par conséquent, tout le reste, c'est du ballast.
Eh bien, il y a un autre événement critique dont très peu de gens parlent, mais qui va avoir un impact profond, et c'est une récession économique massive aux États-Unis. Nous nous dirigeons très certainement vers une récession. Maintenant, certaines personnes diront que ce n'est pas vraiment vrai. Et bien sûr, personne dans l'administration Trump ne veut se lever et l'annoncer. La triste vérité est que le président Trump n'a rien à voir avec le début de cette récession. Ce n'est pas la sienne, mais il va devoir la gérer. En d'autres termes, il va devoir y faire face. Cette récession pourrait être profonde, profonde dans le sens où elle pourrait frôler la dépression. Le problème des États-Unis, c'est pas d'être souverainiste ou pas, c'est d'être hégémonique ou non. N'est-ce pas? C'est ça le problème des États-Unis. Or, on s'aperçoit que cette tendance hégémonique, elle n'a pas diminué. Alors, quand j'entends certains commentateurs se féliciter du fait que Marco Rubio a reconnu que la multipolarité avait émergé, qu'il n'y avait plus d'unipolarité, là aussi, il faut bien comprendre les phénomènes. Et là, alors bon, après, on est dans des affaires d'approche. Il y a une systématique dans l'analyse, particulièrement en France. D'ailleurs, chez les anglo-saxons, c'est un peu différent. Il y a plus de factualité dans l'analyse. En France, on est dans les pays latins, mais en France en particulier, on le retrouve en Suisse et en Belgique. On a une approche très émotionnelle des choses. Et par conséquent, quand on entend Rubio parler de la fin de l'unipolarité, on se dit « Ah, c'est fantastique, ils ont changé de vue ». Non, l'unipolarité, comme la multipolarité, c'est un état de fait. C'est pas une politique, l'unipolarité. En Europe, mon impression est que c'est bien plus grave. J'ai parlé hier à Martin Armstrong. C'est pas le seul analyste économique avec qui j'ai parlé récemment, mais il a suggéré que c'était presque un pile ou face en ce moment. Qui est dans la pire situation, le plus susceptible de faire défaut, si vous voulez Londres ou Paris. J'ai voté pour Londres. Je pense qu'ils sont en difficulté et qu'ils risquent de sombrer en premier. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder les marchés obligataires, ce qu'ils appellent bien sûr les gilts. Et si vous ne pouvez pas financer votre gouvernement, si personne n'achète votre dette, vous êtes fini. Nous y sommes presque maintenant. We are very nearly there now. Japan faces something similar, but le Japon fait face à quelque chose de similaire, mais la France et la Grande-Bretagne en particulier ont un problème aigu. Donc l'idée de dépenser des centaines de milliards d'euros que vous n'avez pas, que vous ne pourrez pas créer, puis de financer une grande campagne militaire contre l'État russe à ce stade, est absurde. La population britannique, selon certaines estimations, est très proche de la guerre civile. Il y a eu cet article récent du New York Times qui parlait de l'importance des services de renseignement américains pour alimenter le ciblage des Ukrainiens. Et là, il y a une remarque qui est très intéressante dans ce document, dans cet article. Il y a un général américain qui s'étonne du fait que les Ukrainiens ne reconnaissent pas la parole des Américains comme étant la parole divine, en quelque sorte. Donc il y a ce côté tellement convaincu qu'on détient la bonne solution que finalement on n'arrive même pas à comprendre que les autres puissent s'opposer à soi-même. N'est-ce pas? Donc quand on parle de souverainisme, un bon Américain, c'est quelqu'un, un ami de l'Amérique, c'est quelqu'un qui pense comme l'Amérique, et puis c'est tout. Eh bien, c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est plus que ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement que penser différemment des États-Unis. Puisque les États-Unis, c'est le modèle ultime. Vous voyez, c'est un peu ça la problématique. Et c'est pour ça que les Américains, ce que nous voyons comme hégémonique, et qui est une hégémonie de fait, est en fait, n'est pas perçu négativement par les États-Unis parce qu'ils ont de la peine à comprendre pourquoi les autres pays n'arrivent pas aux mêmes conclusions qu'eux. Pourquoi ils n'arrivent pas au même système politique qu'eux? Ils ont atteint cette maturité, etc., etc. Donc il y a une forme mais de nouveau c'est pas complètement illogique. Il y a une forme d'ethnocentrisme dans cette affaire. Alors c'est un grand pays, ça il faut le dire. C'est un pays qui a déterminé
la vie de l'Occident dans la deuxième moitié du XXe siècle. D'une certaine manière, il l'a déterminé ensuite par les guerres qu'il a causées, mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'était un peu le phare de l'Occident. C'est sur eux que s'est fondée l'OTAN, c'est sur eux qu'était fondée la politique vers l'Union soviétique. Chaque fois qu'il y avait un problème, les Européens se sont tournés vers les États-Unis. Ils n'ont jamais même essayé vraiment de prendre leur essor. L'Europe a été créée par les États-Unis parce que les États-Unis, contrairement à ce que dit Trump, c'était pas pour nuire aux Américains, mais c'est parce que les Américains pensaient que il fallait avoir une Europe forte pour lutter contre les Soviétiques et que par conséquent, les Américains ont tout fait pour comment soutenir. Et d'ailleurs, assez curieusement, il y a des choses qu'on connaît assez peu, mais vous voyez, les Américains, vous prenez en France le syndicat Force ouvrière, par exemple, c'est une création de la CIA. Je ne sais pas si Macron et Starmer et même Mance à ce stade vont être là encore longtemps. And even Mance at this point are going to be there much longer. Mance may last longer than the others. Mance peut durer plus longtemps que les autres. Mais je pense que l'idée même d'aller en Ukraine et de s'opposer à la Russie est juste une absurdité fantaisiste. D'ailleurs, je pense que M. Poutine le comprend, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les gens demandent tout le temps pourquoi le président Poutine n'a pas agi de manière plus décisive. Eh bien, je pense qu'il fait preuve de patience. Je veux dire, s'il attend assez longtemps, ces économies d'Europe occidentale vont de toute façon s'effondrer et ces gouvernements tomberont. L'ensemble de la direction mondialiste est en danger de sombrer en ce moment, ce que je pense être une très bonne chose. Très bon pour l'Europe, très bon pour nous. Mais en même temps, il y aura des jours difficiles à venir pour les Français, pour les Allemands, pour les Britanniques, pour beaucoup de gens. Alors, tout d'abord, il faut bien voir les choses. Techniquement parlant, il n'y a encore pas eu de négociation entre Russes et Américains sur l'Ukraine. Il n'y a eu que la proposition d'avoir ce cessez-le-feu de 30 jours, qui finalement a dû être amendée pour ne concerner que les infrastructures énergétiques, et puis la remise au goût du jour de l'initiative de la mer Noire. Mais sinon, il n'y a pas eu de négociation encore. Toutes les négociations qu'il y a eu entre les États-Unis et la Russie sont liées au rétablissement du courant diplomatique. Et il faut lire les communiqués des différents ministères des Affaires étrangères pour voir qu'on a effectivement là, d'ailleurs c'est effectivement le premier pas à faire, parce que quand vous voulez commencer à engager un dialogue, il faut d'abord que les canaux de communication soient là. Or, l'ambassade russe aux États-Unis a été fermée, les biens ont été confisqués, donc il faut faire marche arrière sur tous ces aspects-là. Quand vous lisez des derniers communiqués du State Department concernant les réunions justement avec les Russes, vous remarquez par exemple un des problèmes, c'est que les Américains veulent à tout prix que les Russes engagent du personnel local, c'est-à-dire du personnel américain, dans leur ambassade à Washington. Alors évidemment, les Russes sont pas très chauds, surtout dans la période actuelle, engager du personnel américain parce que tout d'un coup, vous avez une femme de ménage qui est aussi payée par la CIA et ça fait pas très bien le paysage. Donc, vous voyez, on est sur des questions extrêmement terre à terre pour l'instant, mais on n'a pas encore abordé. Il y a des plans qui sont évoqués, on évoque les plans Case Kellogg, etc. Mais on n'a pas encore touché la substantifique moelle du problème. Et ça, c'est une chose qui, dans nos médias, n'apparaît pas très clairement parce que on pense que, d'ailleurs, c'est un peu la propagande qu'il y a en Europe, c'est dire que Américains et Russes essayent de s'entendre sur le dos des Ukrainiens. Alors, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Les Américains ont essayé de faire avancer les choses en proposant un cessez-le-feu. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont proposé.
c'est pas les Ukrainiens. Donc quand on dit, quand Zelensky vient et dit Poutine est contre la paix parce qu'il est contre le cessez-le-feu. D'ailleurs, ça a été répété à l'unisson par à peu près tous les hommes politiques, enfin personnalités politiques européennes. C'est tout simplement faux. Les Américains ont pratiquement dû tordre le bras à Zelensky pour qu'il accepte l'idée d'un cessez-le-feu. Et puis, les Russes ont dit oui, on n'est pas contre un cessez-le-feu, mais ce cessez-le-feu ne doit pas pendre en l'air. Il ne doit pas être suspendu comme ça, rien du tout. On ne s'arrête pas simplement pour s'arrêter. Si on s'arrête, c'est pour engager un processus de négociation. Il y a quelque chose à la clé de d'arrêter de la cessation des feux. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que Vladimir Poutine avait dit le 14 juin de l'année passée, au représentant du ministère des Affaires étrangères, russe bien sûr, où il avait dit que si les Ukrainiens étaient disposés à entrer en négociation et déclaraient leur disponibilité pour négocier, il a utilisé ce feu, enfin c'est la transcription du officiel russe, il dit si les Ukrainiens acceptent, nous cesserons le feu immédiatement. Mais auparavant, quelques phrases avant, Vladimir Poutine a dit il n'y aura pas de cessez-le-feu. Donc il y a pas dans l'esprit de Vladimir Poutine, il n'y a pas de cessez-le-feu tout seul. Mais si ce cessez-le-feu est lié à un processus de dialogue, un processus de paix, alors évidemment basé sur les conditions que ce même 14 juin Vladimir Poutine a dit, il y a deux conditions qui sont clairement établies. C'est un, que les Ukrainiens abandonnent leur autorité sur les 4 oblasts de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, et que l'Ukraine s'engage à ne pas entrer dans l'OTAN. Parce que j'ai aussi vu Merz prononcer un discours. C'est le futur chancelier allemand qui faisait un discours au Bundestag. Il soutenait que, vous savez, ce n'est pas seulement une guerre contre l'Ukraine. La Russie est en guerre avec notre pays, avec l'Allemagne. Il est allé en guerre avec l'Europe. Nous devons dépenser des centaines de milliards pour combattre les Russes. Je veux dire, entendre les dirigeants allemands parler de cette manière, c'est assez, oui, effrayant de voir cela prendre à nouveau ce chemin. Et j'ai parlé à un membre du Parlement européen, un Allemand, qui avait plus de 3 décennies d'expérience en tant que diplomate à l'ONU, et il avait de nombreux bons arguments. Il faisait valoir que, tout d'abord, ils n'ont pas l'argent pour cela, mais aussi que s'ils s'arment, cela va non seulement aliéner beaucoup d'autres Européens qui n'ont peut-être pas les meilleurs souvenirs historiques d'une Allemagne militarisée. Lorsqu'il y a un accord de paix, il y a nécessairement les deux parties qui doivent être d'accord, sans quoi vous n'avez pas de paix. Et ça, j'ai été moi-même chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, et je suis toujours effaré de voir l'incompétence à la fois des politiciens, des diplomates et même des experts qui pensent qu'on peut déployer des gens. Non, il y a si vous voulez envoyer des troupes de maintien de la paix, d'ailleurs leur nom l'indique, elles maintiennent la paix. C'est-à-dire que il doit y avoir au préalable un accord de paix qui peut être maintenu. Et cet accord de paix, il ne peut être que négocié entre les deux parties au combat. Si vous n'avez pas de négociation, alors vous n'avez pas de paix. Et vous êtes dans une autre dynamique qui est celle que ont Keir Starmer et les Européens d'une manière générale, mais Keir Starmer et Macron en particulier, c'est pas le maintien de la paix, c'est l'imposition de la paix. Ils voudraient forcer Vladimir Poutine à accepter leur paix. Voilà. Et c'est d'ailleurs, quand vous entendez l'interview de Volodymyr Zelensky qu'il a donnée à CBS juste hier ou avant-hier, vous apercevez que c'est exactement ça. Il parle lui aussi, il dit qu'il veut la paix. Mais de nouveau, il est dans la même dynamique que ce qu'on avait vu l'année passée, y compris
ce qui avait abouti à cet échec considérable de la conférence de Bürgenstock en Suisse en mi-juin de l'année passée, c'est l'idée que c'est l'Ukraine qui détermine les termes de la paix. Et par conséquent, de facto, si vous voulez, ça correspond à dire à la Russie, vous capitulez. Alors, ce serait très bien, mais ça ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe dans le terrain. Mais l'OTAN, tout comme l'Union européenne, est une construction irréaliste. Parce que si vous remontez l'histoire européenne, regardez les 500, 600, 700 dernières années, peu importe ce que vous voulez faire, la vue depuis Berlin est très différente de la vue à Paris. La vision du monde à Rome n'est pas la même que la vision du monde à Stockholm. En d'autres termes, la façon dont vous voyez le monde en Europe en tant qu'Européen dépend beaucoup de l'endroit où vous vivez. Cela ne devrait surprendre personne. Mais l'idée que tous les Européens se réunissent harmonieusement et disent « nous nous unirons pour toujours pour nous défendre contre quiconque nous défie » n'est tout simplement pas réaliste. Il peut dire, et d'ailleurs il l'a dit tout récemment dans une interview, il a dit « ça n'est pas ma guerre, c'est la guerre de Biden ». Oui. Et c'est pour ça que j'entendais des commentateurs ou commentatrices qui disaient en France, l'Amérique se rend compte qu'elle a perdu. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est Trump qui se rend compte que Biden a perdu. Et c'est ça, cette espèce de schizophrénie est très importante à comprendre parce qu'elle fait que les États-Unis, de nouveau, nous voyons les États-Unis, mais Trump, il voit l'administration Trump contre l'administration Biden. L'administration Biden mauvais, l'administration Trump bon, good, n'est-ce pas? C'est un peu ça son point de vue. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle il peut, je reviens à mon propos tout à l'heure de rôle de médiateur, parce qu'en réalité, les États-Unis essayent de jouer un rôle de médiateur dans le conflit. Ils veulent pas négocier avec les Russes la paix sur le dos des Ukrainiens. Ils veulent pousser les Ukrainiens et les Russes à parler ensemble. Oh, I don't know. He's always looking to purchase missiles. You know, he's against. Listen, when you start a war, you got to know that you can win the war. Right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size, and then hope that people give you some missiles. Il y a une loi qui a été adoptée le 1er juillet 2021 en Ukraine, qui donne des droits différents aux citoyens russes d'Ukraine qu'aux autres citoyens de l'Ukraine. Donc, quand vous regardez ça en tant que Russe, vous direz, mais on va pas restituer des territoires, on va pas remettre nos compatriotes, on pourrait dire, ou nos frères russes dans un pays qui a des lois différentes où les droits seront différents que pour le reste des Ukrainiens. N'est-ce pas? J'ai malheureusement pas ici, mais je pourrais vous montrer la citation d'un député de la Rada le 2 juillet 2021, au lendemain, où il a dit, à partir de maintenant, les Russes n'auront plus droit aux droits de l'homme, comme les autres citoyens de l'Ukraine n'auront plus droit aux droits constitutionnels des autres citoyens de l'Ukraine. Comment voulez-vous que les Russes aujourd'hui restituent ces républiques à un pays qui ne reconnaît pas de droits aux Russes, ou pas, c'est pas qu'il ne reconnaît pas de droits, il y a des droits qui sont reconnus, mais pas les mêmes droits que les Ukrainiens. C'est pour ça que là, on est dans les causes profondes. C'est ça la cause profonde. Aux États-Unis, la coopération militaire dans le Pacifique entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie inquiète. L'amiral Samuel Paparo a alerté les sénateurs américains. D'après lui, cette coalition militaire qui s'intensifie entre Pyongyang et Moscou est une menace. North Korea's development of advanced nuclear weapons and ballistic missiles pose a direct threat to our homeland and our allies, and are executing a deepening cooperation with Russia. Russia's growing military cooperation with China adds another layer of complexity, creating a compounded challenge with the deepening cooperation among China, Russia,
and North Korea. Le haut gradé militaire a également fait savoir que la Chine vient en soutien à l'industrie russe en lui fournissant la plupart de ses machines-outils et de ses semi-conducteurs. Selon Samuel Paparo, en échange, Moscou alimenterait Pékin de technologies militaires sensibles qui pourraient améliorer la flotte de sous-marins chinois. L'armée sud-coréenne, elle, affirme que la Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats en Ukraine pour soutenir les forces russes. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse Moscou de recruter des citoyens chinois pour combattre aux côtés des troupes russes. Je reviens toujours à l'exemple de 1952. Lorsque la Turquie est entrée dans l'OTAN, les Soviétiques n'ont pas été contents, mais ils n'ont pas réagi. Mais c'est qu'en 1962, lorsque les Américains ont déployé les missiles nucléaires, maintenant le nom m'échappe, c'est Jupiter, sauf erreur, mais lorsqu'ils ont déployé ces missiles en Turquie, que les Russes ont réagi et ont déployé les missiles à Cuba. Et c'est ce qui a déclenché la crise de Cuba, et ce qu'on dit évidemment jamais, parce qu'on dit toujours que ça a été une victoire américaine, donc les Russes les Soviétiques ont retiré leurs missiles de Cuba, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que les Américains ont retiré aussi leurs missiles de Turquie. D'abord, l'édito international d'Europe 1. Nous allons à Harvard ce matin. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Oui, bras de fer en ce moment entre Donald Trump et la prestigieuse université américaine qui lui tient tête, c'est même l'escalade. Oui, alors Harvard a de bonnes raisons de se prendre pour le centre du monde. Ce sont ces 161 prix Nobel qui ont enseigné entre ses murs ou ces 48 prix Pulitzer. Mais ça n'impressionne pas Donald Trump. Il n'est pas sorti de ses rangs, contrairement à une dizaine de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche, dont Kennedy, Bush, Obama. Et dimanche, il a sucré les 2 milliards 200 millions de subventions fédérales. La direction de Harvard est restée impavide. C'est un trou dans sa caisse. 11% de son budget, mais elle a un trésor de guerre, 53 milliards de dollars en banque. Et donc avec hauteur, Harvard a refusé net les réformes exigées par l'exécutif. Les progressistes applaudissent, le Parti démocrate se réjouit et la presse approuve. Voilà restaurer la réputation de l'université la plus ancienne, la plus riche, la plus enviée, mise à mal l'an dernier par sa présidente qui était une plagiaire en série et une antisémite honteuse. Voilà Harvard devenu le symbole de la résistance. Donald Trump a évidemment réagi par la surenchère au défi des mandarins. C'est l'art du deal dans sa version rugueuse. Il s'interroge à haute voix. Peut-être que Harvard devrait perdre son exemption fiscale et être imposée comme une organisation politique si elle continue à défendre sa folie politique, idéologique, soutenant le terrorisme. Poser la question, c'est y répondre. L'arme fiscale est une arme fatale et ça devrait être plus facile d'obtenir désormais des concessions de Harvard que du Kremlin ou de Téhéran. Pourquoi Donald Trump est-il parti en guerre contre les universités ? L'angle d'attaque des Trumpistes, ce sont les manifestations pro-Hamas dans les facs après le 7 octobre. L'antisémitisme débridé. On se souvient de la présidente de Harvard, interrogée au Congrès. On lui demande si les appels lancés sur le campus à tuer tous les juifs violent le code de conduite de l'université sur le harcèlement. Et elle répond: ça dépend du contexte. À ses yeux, appeler à l'Holocauste n'est pas forcément une offense aux étudiants juifs. Et heureusement que la devise de Harvard, c'est Veritas. On a aussi compris que son plan ambitieux pour remodeler Harvard consistait à effacer le passé, à en faire une Mecque éveillée, antiraciste, non-genrée. L'ambiance qui règne dans les salles de cours s'y prête. Harvard est une des meilleures facs au monde, mais elle est au dernier rang du classement annuel établi par la Fondation pour les droits individuels et la liberté d'expression. Le corps des étudiants est homogène, avec la même vision du monde. 10% d'entre eux se disent conservateurs, 20% se taisent, et les 3/4 se déclarent progressistes. Quant aux profs, ils rasent les murs. S'ils dérogent à la théorie critique de la race, à l'idéologie qui promeut la diversité, l'équité, l'inclusion, eh bien, ils sont cloués au pilori, ils sont virés. Bon, quel est l'enjeu de cette bataille entre la Maison-Blanche et Harvard ? C'est ça l'important, parce que les conservateurs pensent que l'université est responsable de l'effondrement moral du pays, que le poisson pourrit par la tête, que les facs sont gangrénées par la théorie marxiste, qu'elles n'enseignent l'histoire que sous l'angle de du suprémacisme blanc à abattre. L'hégémonie progressiste a essaimé des facs aux médias,
aux tribunaux, à l'administration et jusqu'aux entreprises. Donald Trump prétend engager la reconquête. Il s'appuie sur la Cour suprême qui a jugé l'été dernier que la discrimination positive était contraire à la Constitution. À gauche, on dénonce la chasse aux sorcières en refusant de voir l'évidence que cette chasse aux sorcières, elle a commencé avec les procès en sorcellerie engagés contre ceux qui ne respectent pas les mots d'ordre du wokisme virulent. Alors, c'est une affaire complexe, sinon que c'est en train effectivement de devenir une bataille symbolique de ceux qui choisissent de résister au rouleau compresseur de Donald Trump et ceux qui ne résistent pas. Ça avait été testé avec une autre université prestigieuse, Columbia, qui elle est sise à New York, qui a un fonds de dotation de 14 milliards de dollars, alors que celle de Harvard est de 53 milliards de dollars. Ça donne peut-être des moyens pour la résistance. Il faut comprendre que le président Trump, dans sa campagne électorale, au cœur de son message électoral, disait vouloir lutter contre le wokisme. Et s'il y a un endroit où les choses se sont enflammées, sinon même où elles se sont créées, c'est sur les grands campus universitaires. Et c'est en général assez directement proportionnel au prestige des universités. Plus elles le sont, plus elles étaient woke, on disait, et on dit encore de Harvard, par exemple, qu'en matière de liberté d'expression, sur 250 plus ou moins universités qui avaient été sondées, c'était une des universités qui arrivait au bas d'un baromètre de la liberté d'expression, sinon même c'était la dernière université, parce qu'il y avait des choses qu'on pouvait dire et d'autres choses qu'on ne pouvait pas dire, et en général, c'était aussi proportionnel à ce que tu étais woke la même chose. ou pas. C'est ça. Si t'es woke et à gauche, il n'y a pas d'extrême où tu peux pas aller. Tu peux aller dans tous les extrêmes les plus haineux, les plus terribles. Si t'es plus à droite, là, whoops, si t'es plus à droite, il faut que tu restes dans un corridor très, très, très restreint, là. Et pour appuyer ce que tu dis, et là, c'est un sondage qui a été fait auprès des professeurs, je t'en avais déjà parlé à Harvard, mais il y a une logique à peu près correspondante sur l'ensemble des grandes universités de la Ivy League, mais Harvard est l'exemple le plus abouti. Quand on demande au corps professoral où est-ce que vous vous situez sur l'échiquier politique, ben, il y avait 2,5% des professeurs à Harvard qui se disent conservateurs, 0,4% qui se disent très conservateurs. C'est donc dire que la grande majorité, alors certains de ceux qui nous écoutent diront c'est une bonne affaire, sont progressistes. Mais ça dit que la diversité de points de vue dans les milieux universitaires est pas toujours au rendez-vous et même systématiquement pas au rendez-vous, et que les voix plus conservatrices n'œuvrent pas dans le milieu universitaire. Et encore une fois, plus elle est prestigieuse, ton université, plus elle risque aussi d'être progressiste. Donc, ça faisait partie du combat. Il y a eu des incidents printemps dernier. On se rappellera et ça c'était même avant le printemps, c'était plutôt des 4 patronnes d'universités aussi très prestigieuses, Penn, Harvard, entre autres, le MIT, si ma mémoire est bonne, qui avait été questionné par Elise Stefanik, à l'époque et toujours encore représentante, qui était destinée à devenir l'ambassadrice de Donald Trump aux Nations Unies. Ils ont changé d'idée il y a quelques semaines quand ils ont vu que leur marge au Congrès était très mince. Madame Stefanik qui avait questionné sur les manifestations qui avaient lieu sur les campus, les énormes manifestations, qui étaient souvent pro-palestiniennes, sinon toujours pas mal trop pro-palestiniennes, avait demandé aux patronnes est-ce que votre code de conduite a quelque chose à dire sur l'appel au génocide des Juifs? Parce que ça a été entendu. Et les 4 avaient à peu près répondu, ça dépend du contexte. Comme s'il y avait un contexte qui justifiait que tu pouvais appeler de vouloir tuer des gens. Même le premier amendement, à certains égards, impose des règles. Par exemple, l'appel à la violence, c'est interdit. Et ça avait fait dire, à l'époque, que ces universités étaient devenues des antres de l'antisémitisme. Des images à présent du Proche-Orient, images de Benyamin Netanyahou dans le nord de la bande de Gaza ces dernières heures. Une zone sous le feu à nouveau depuis un mois des troupes israéliennes qui ont fait voler la trêve en éclats. Le Premier ministre israélien promet que le Hamas continuera, je cite, à subir coup après coup pour qu'Israël récupère ses otages. Ils sont une cinquantaine enlevés il y a 1 an et demi encore aux mains des groupes armés dans l'enclave, et parmi eux, un soldat d'une vingtaine d'années qui a aussi la nationalité américaine. Il s'appelle Edan Alexander. Le Hamas affirme avoir perdu sa trace à la suite, dit le groupe armé, d'une attaque de Tsahal à Gaza. Écoutez depuis Jérusalem, Claire Duhamel.
Dans la guerre entre Israël et le Hamas, il y a parfois de courts moments d'espoir pour les Palestiniens de Gaza et pour les familles des otages. Et c'en est éteint depuis ce week-end, puisque les négociations ont repris. Le Hamas avait annoncé avoir envoyé une délégation au Caire. Et la proposition israélienne posée sur la table était celle d'un cessez-le-feu de 45 à 70 jours contre la libération d'une dizaine d'otages. Alors officiellement, le mouvement islamiste palestinien n'a pour l'instant pas donné de réponse officielle quant à cette proposition, mais les premières informations qui fuitent dans la presse amenuisent un petit peu cet espoir pour les Palestiniens et les Israéliens, puisque selon un responsable palestinien impliqué dans les négociations qui a parlé à la BBC, le Hamas va refuser cette proposition d'accord. Le mouvement islamiste dit rester sur la même ligne. Il se dit prêt à libérer tous les otages d'un coup, mais contre la garantie de la fin de la guerre, la garantie du retrait israélien de la bande de Gaza, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Et puis il y a aussi le sort de l'un de ces otages, Eden Alexander, 21 ans, qui est en question aujourd'hui, puisque le Hamas dit avoir perdu contact avec le groupe qui détenait Eden Alexander. Il est un otage israélo-américain, le dernier otage américain toujours détenu dans la bande de Gaza, l'un des 24 otages que les Israéliens considèrent comme toujours en vie détenus dans la bande de Gaza. En tout, il y a 59 Israéliens qui sont toujours aux mains du Hamas, mais la majorité d'entre eux sont donc décédés d'après les autorités israéliennes. De Ben Gourion à Netanyahou, on retrouve soit dans les déclarations, soit dans leur politique, dans la pratique du sionisme, la volonté d'établir un Israël qui s'étend du Nil à l'Euphrate et donc qui inclut le Sinaï, le sud Liban jusqu'au fleuve Litanie, la partie sud de la Syrie, donc c'est déjà fait puisqu'ils occupent le Golan, et même au-delà du Jourdain, c'est-à-dire la Jordanie actuelle qui s'appelait à l'époque la Transjordanie. Ça a toujours été le projet. Donc tu penses que les dirigeants israéliens, en fait, ils tendent vers ça? Oui, bien sûr. Ils tendent vers ça. Leur objectif, c'est d'étendre les frontières, d'épurer ethniquement la Palestine et d'étendre les frontières. D'où le massacre à Gaza, le génocide à Gaza, qui est une épuration ethnique qui vise à peupler Gaza de colons juifs. C'est ça l'objectif. La guerre contre le Liban, donc l'énième guerre contre le Liban, vise à réoccuper, puisqu'ils ont déjà occupé, le sud Liban, même jusqu'au fleuve Litanie, puisque ça correspond aux frontières bibliques. La Syrie, comme je l'ai dit, c'est déjà fait. Et ce que fait aujourd'hui Netanyahou, c'est-à-dire des guerres tous azimuts et des provocations tous azimuts, ont pour objectif d'entraîner les États-Unis dans une guerre régionale. Il veut un embrasement régional. Oui. Et l'idéal pour lui et pour les sionistes, parce que ça fait quand même au moins 20 ans que le lobby pro-israélien pousse les États-Unis vers une guerre contre l'Iran, son objectif, donc à Netanyahou, c'est de pousser les États-Unis dans cette guerre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu dans le nord de la bande de Gaza, où il a promis d'intensifier les opérations militaires contre le Hamas. Il a déclaré aux troupes postées à Gaza que le Hamas allait subir défaite après défaite. Cette visite intervient alors que les attaques israéliennes auraient tué 23 personnes à Gaza mardi. Les autorités sanitaires de Gaza affirment que le nombre de morts a dépassé les 51 000 depuis le début de la guerre. Par ailleurs, le Hamas affirme avoir perdu le contact avec un otage israélo-américain à la suite d'un bombardement israélien. Un haut responsable du Hamas a déclaré qu'il s'attendait à répondre dans les 48 heures à une proposition de cessez-le-feu israélienne qu'il a reçue par l'intermédiaire de médiateurs. Chez nous, ça paraît impossible. Et voilà que l'Italie, dont on a souvent dit que d'un point de vue économique, c'était pas le meilleur des élèves en Europe, l'Italie nous fait la leçon également avec une réduction spectaculaire du déficit en très peu de temps, en 18 mois environ. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Quel est ce miracle italien, comme on dit? Eh bien d'abord, le constat. En 2023, son déficit public atteignait des records, 7,2% du PIB. Eh bien, en un an à peine, l'Italie a réussi à diviser ce déficit par plus de 2 pour le ramener à 3,4% l'année dernière. Cela contraste avec la France qui a la dynamique inverse, 5,5% de déficit il y a 2 ans, 6% l'année dernière et 5,4% espéré cette année, mais avec de très gros doutes chez les économistes. Écoutez, vous nous avez dit que votre objectif était la transparence. Donc je vais vous parler franchement, j'ai un peu l'impression qu'on nous prend pour des abrutis.
Je vous dis ça très tranquillement parce que vous devez vous expliquer là que globalement, c'est quand même de l'ordre du problème technique, ce qui a pu se passer en 2024 sur les heures de prévision, etc. Le seul problème, c'est qu'il est en train de se reproduire quelque chose d'assez similaire sur 2025 et que donc on a un peu le sentiment qu'il s'agit là d'une certaine forme de pratique budgétaire qui vise à additionner les couches d'austérité les unes sur les autres. Alors, je vois que vous faites des grands yeux, mais effectivement, en 2024, si on reprend rapidement les éléments, en 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des alertes dès le 27 septembre 2023 sur le fait qu'il y avait une activité ralentie et que les prévisions de croissance étaient trop optimistes. Ça s'en est suivi par... Soit. Le problème, c'est que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, sur le budget de 2025, on a de nouveau un budget de 2025 qui a été construit sur une base de prévision de croissance de 1,1% au début. Le problème, c'est que dans ce budget construit de la sorte, l'OFCE annonçait dès octobre 2024 que la réalisation d'un budget austéritaire aurait un effet sur la croissance et que sans doute elle pouvait être divisée par 2. Nous avons bien l'intention de tenir la dépense publique qui n'est pas austéritaire, parce que la dépense publique, c'est 57% du PIB, c'est un record absolu en Europe. Donc l'austérité, elle est très relative, ce qui nous permettra, j'espère, de vous retrouver l'année prochaine. Pour être sûr de bien comprendre, donc dans un monde où un honnête homme est licencié pour avoir donné des sandwichs à un SDF, donc par contre, faire 40 à 60 milliards d'erreurs, avec des gens qui sont responsables de ça, qui sont payés, qui ne sont pas payés au SMIC, des prévisionnistes avec des modèles où des gens sont payés sur plusieurs années, voire ont des responsabilités après jusqu'à l'Élysée. Donc, si je comprends bien, la conclusion donc du rapport du Sénat, du rapport de l'Assemblée, la conclusion qu'en tire Bercy, c'est circuler, il n'y a rien à voir, tout le monde, personne n'est responsable, tout le monde l'est un peu, et donc, d'ailleurs, tout le monde en Europe l'a fait, ce qui est faux. Il y a plein de pays européens où il n'y a pas eu d'erreurs, il y a quelques pays où il y a eu des erreurs, aucune de l'ampleur de la France. Donc, le bilan de ces 2 ans, c'est circuler, il n'y a rien à voir, personne n'est responsable de rien, on continue comme avant, personne n'est sanctionné, personne n'est changé de poste. Alors, l'État, on l'a bien compris, parce que ça, on nous le répète sans cesse, hein, cherche 40, 50 milliards pour boucler son budget de 2026. Bien, hier, le constat a été fait par François Bayrou, qui ne nous a rien annoncé. Non. Il attend le 14 juillet. C'est une tactique. C'est de la tactique, ça. Oui, oui, bah bien sûr, c'est de la tactique. Je pense qu'il essaie de gagner du temps. Oui. Pour ne pas être censuré. On ne connaît pas quelle coupe budgétaire il pourrait annoncer, bah son gouvernement survit. Bah voilà. Donc c'est quand même très particulier. Alors, si vous voulez, chacun y va un peu de son commentaire. Vous avez vu le patron du MEDEF, Patrick Martin, qui dit il faut dérembourser certaines prestations. Alors, lui, il explique que les gens qui n'ont pas voulu être vaccinés, par exemple, et qui tomberaient malades, coûtent très cher à la société, ensuite pour les traiter. Mais c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que chacun tente de trouver une petite solution dans son coin. S'attaquer aux dépenses de santé en France, c'est presque un tabou. Vous vous souvenez, hein, certains, on en parlait hier, disait il faut par exemple moins rembourser les affections de longue durée. Il faut moins rembourser le transport des malades. Mais pardonnez-moi, si le patron du MEDEF, Patrick Martin, veut s'attaquer aux dépenses de santé, il pourrait peut-être donner des pistes pour économiser la bureaucratie parfois qui s'empile dans ce secteur de la santé. Je trouve ça absolument incroyable. C'est un peu la foire au jambon. Hein. C'est les commissaires agricoles. Chaque expert y va de son petit mot. Vous avez raison, Eric. Je vois des propositions qui fleurissent de tous les côtés, hein. Mais vraiment, de l'extrême droite à l'extrême gauche. On voit tout le monde avoir des solutions pour réduire le déficit du pays, pour faire des économies. Bayrou lui dit, notre pays ne produit pas assez, il faut travailler plus. Oui, il faut travailler plus. Alors sur le sujet, il a pas tort, le Premier ministre. C'est un débat qui est vieux comme les 35 heures mises en place dans notre pays. C'est aussi pourquoi est-ce qu'on travaille moins que dans les autres pays européens ou développés, parce qu'on a ce qu'on appelle un taux d'emploi qui est plus faible. Les jeunes rentrent plus tard en France sur le marché du travail et les seniors sont virés plus tôt. Donc du coup, en moyenne, on a un taux d'emploi qui s'effondre et donc on a une durée du travail qui est pas à la hauteur. Mais parmi la foire au jambon, Jean-Jacques, et je tiendrai là-dessus, des propositions qui sont faites depuis que François Bayrou s'est dit dans une situation pour le pays catastrophique. Il y a la Cour des comptes, je ne sais pas si vous avez vu, la Cour des comptes qui propose de moduler les remboursements de santé en fonction des revenus des assurés. Mais je sais pas si vous voyez. Mais ça verra jamais le jour. C'est délirant. Pourquoi ? Parce que la Constitution
Oui. La Constitution, l'article 1 de la Constitution française, il dit que tous les citoyens de ce pays sont égaux en droit et en devoir, quelle que soit leur race, leur religion, leur sexe, et quelle que soit n'importe quelle autre caractéristique. Le niveau de revenu, c'est une caractéristique. Je ne vois pas comment la Constitution française pourrait permettre qu'on rembourse les soins de santé dans ce pays en fonction du niveau de votre revenu. Bon, vous le voyez, cette fois... Mais ça ne verra jamais le jour. Devient absolument délirante. Il est temps peut-être que Beyrouth sonne la fin de la récréation. Oui, mais ça c'est une idée de la Cour des comptes, mais... Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.